Bonjour à tous, ravi d'être présent parmi vous cet après-midi pour parler un petit peu d'économie et de ce qui se passe depuis quelques mois avec un choc économique exceptionnel qu'on n'a pas connu depuis extrêmement longtemps. N'hésitez pas à m'interrompre dans la présentation, l'idée c'est d'échanger le cas échéant. Pour me présenter, comme le disait Raj, je m'appelle Vincent Peu, je préside un cabinet de conseil d'investissement financier. On accompagne un peu plus de 60 grands investisseurs sur leur stratégie financière et sur leur stratégie d'investissement. Donc, à la fois des institutions de retraite, de prévoyance, des fondations, des family office, le cas échéant, ou des assureurs. Et on a également comme particularité, c'est que la finance et l'économie ne sont pas des sciences exactes, ça se saurait. Et pour ce faire, on s'appuie sur une chaire de recherche avec 3 chercheurs et on travaille sur différents sujets, qu'ils soient macroéconomiques ou qu'ils soient plus mathématiques, en lien avec les marchés financiers ou sur des sujets liés à l'éthique en finance ou voilà, des approches dites ESG en intégrant des critères environnementaux, sociétaux et de gouvernance. Voilà. Et donc, on a la particularité d'avoir plusieurs partenariats avec le Fonds monétaire international. Du coup, les données que je vais vous présenter sont pour certaines d'entre elles issues du FMI, avec qui on échange régulièrement et qui nous alimentent pas mal en données. Voilà. Sachant que, je le répète, ni l'économie ni la finance ne sont des sciences exactes. On rate, tu m'as dit qu'on avait une heure, donc on va essayer de tenir. Vous avez une présentation que vous avez que l'on va dérouler. N'hésitez pas à m'interrompre. Il y aura une partie économie au démarrage et puis une partie plus liée au marché financier que l'on pourra, le cas échéant, abréger ou approfondir à votre convenance. Voilà. Si je prends sur la page 2, j'espère que tout le monde est à l'écran, le choc économique que l'on vit est un choc hors norme. On a une crise qu'on qualifie de totale. Autrement dit, on a un impact aussi bien sur l'offre que sur la demande, et ceci sur l'ensemble de la planète, sachant que près de 3,5 milliards d'habitants ont été confinés. Un choc sur l'offre avec la fermeture d'usines, une réduction massive de l'offre de services. On l'a vu, on le voit encore, une perturbation des chaînes d'approvisionnement et un impact massif sur la demande avec des gens confinés. Du coup, un effondrement de la consommation dans beaucoup de secteurs. Et je rappelle d'ailleurs que la croissance française est d'abord tirée par la consommation, ce qui est une particularité par rapport à d'autres pays, ce qui peut déjà commencer à expliquer que les chiffres sortis par les autorités françaises sont un petit peu plus négatifs que ce qu'on a chez beaucoup de nos voisins. Voilà. Mais donc un choc sur la demande massif ainsi que sur l'offre et un choc planétaire. Donc c'est un choc massif lié à un confinement avec pour la première fois dans l'histoire économique moderne l'idée de préserver davantage des vies au détriment, le cas échéant, de considérations plus économiques. C'est un choix nouveau, important, massif, quasiment partout sur la planète. Donc une crise totale, extrêmement importante et massive. Pour montrer à quel point elle est importante, sur la page 3, je vous ai mis aussi bien sur la zone euro depuis le début des années 2000, mais l'équivalent par le passé ou les États-Unis. Je vous ai mis sur la page 3 l'évolution de PIB européen et américain depuis 1870. Et vous voyez l'évolution du PIB avec des chocs que l'on a connus au cours de la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, et puis vous avez la crise de 29 qui est ici. Et vous voyez que le choc que l'on vit aujourd'hui est un choc qui, en Europe, est un petit peu plus important que le choc que l'on a eu au début de la crise de 1929, ce qui n'est pas forcément le cas aux États-Unis. Mais nonobstant ce point-là, on a un choc économique qui est le plus violent depuis la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est un choc économique massif. Ce choc économique massif entraîne des conséquences en termes de production de richesse mondiale, que l'on mesure par le produit intérieur brut, donc la somme des valeurs ajoutées dégagées par les agents économiques. Et vous voyez que les perspectives du FMI, qui ont été dressées pour celles-ci début mai, mais qui n'ont pas beaucoup changé, c'est un impact sur le PIB mondial de 3% à la baisse en 2020, ce qui est considérable après une croissance de 2,9% en 2019. Et vous voyez ce qui est spectaculaire, c'est que les anticipations portées sur 2021 sont une croissance de 5,8%
en 2021. Alors, ça peut paraître surprenant, moins 3, plus 5, 8, ce qui veut dire qu'au niveau mondial, ce choc massif devrait être récupéré dès 2021. Alors, c'est surprenant, sachant que les mauvais chiffres vont arriver, mais on a clairement l'idée que ce choc est massif, je l'ai dit, ponctuel, mais que l'économie devrait repartir progressivement cette deuxième partie de l'année 2020 et revenir vers des fondamentaux plus classiques au cours de l'année 2021. Ça, c'est un scénario auquel on croit, nous, beaucoup, d'autant plus que depuis début avril ont été mis en place, et je vais y venir, des plans massifs sur la planète, aussi bien de la part des autorités politiques que des autorités monétaires. Mais retenez bien que choc phénoménal en 2020, mais une reprise en 2021, avec des différences majeures entre les économies développées, vous l'avez en vert, et les économies dites émergentes. Les économies développées devraient voir leur richesse baisser de 6,1% en moyenne en 2020, pour une récupération de 4,5% en 2021. Autrement dit, un retour à la normale plutôt en 2022, une récupération du choc massif de 2020. Alors que sur les pays émergents, un choc de moins 1% en 2020 et une reprise de 6,6% en 2021. Donc des pays émergents, asiatiques notamment, au Japon, qui vont repartir beaucoup plus vite que les économies européennes et américaines, beaucoup plus impactées par la Covid-19. Donc c'est assez spectaculaire. Si je prends le cas de la Chine, alors je sais que les statistiques chinoises sont à manipuler avec beaucoup de précautions, mais la Chine devrait voir son PIB progresser de 1% en 2020 et de 9,2% en 2021. Autrement dit, et j'insiste bien, un choc économique massif, mais une reprise graduelle dès la fin de l'année et une normalisation en 2021-2022. Avec un grand bémol, c'est qu'on a un manque de visibilité important. On a une incertitude importante, ce qui fait qu'il faut prendre avec beaucoup de précaution ce type d'anticipation. Mais ce sur quoi, et vous suivez les marchés financiers qui ont connu un rebond assez violent depuis 3 semaines, c'est que d'abord, la pandémie pourrait avoir une fin, et vous allez voir que c'est plutôt les projections que l'on a. Et le deuxième point, c'est qu'on craint tous, bien évidemment, une seconde vague pandémique, et on commence à avoir des analyses qui vont dans le sens, en cas de seconde vague pandémique, d'un confinement qui ne serait pas aussi massif, mais qui serait beaucoup plus sélectif et donc qui handicaperait beaucoup moins, notamment la production économique et industrielle. Voilà. D'où ces perspectives qui peuvent paraître étonnantes, mais qui sont bien celles aujourd'hui sur lesquelles s'accordent la plupart des organismes de projection internationaux. Donc, choc massif en 2020, reprise graduelle et différenciée en 2021. Ce que l'on voit par contre, et là vous avez l'évolution du PIB de certains pays en comparant le dernier trimestre 2019 et le premier trimestre 2020, vous voyez que l'impact en termes de croissance est très différent, avec des pays comme la France et l'Italie beaucoup plus impactés que des pays comme le Japon, comme l'Allemagne ou comme le Canada. Donc la France est beaucoup plus impactée arrêtée aujourd'hui. Alors je ne vous l'ai pas mis là parce que j'ai les statistiques hier. Au cours du mois d'avril, le pourcentage de personnes qui ne sont pas allées travailler de manière plus classique était de l'ordre de 65% en France ou en Italie, et il était d'un peu moins de 40% en Allemagne. Autrement dit, les degrés de confinement n'ont pas été les mêmes d'un pays à l'autre. Et donc, les répercussions ne sont pas tout à fait les mêmes. Voilà. Donc, on voit qu'on a une très grande différenciation entre pays. Vous l'avez sur la page suivante. Hein, vous avez mon graphique qui est repris en mot avec l'impact de l'évolution du PIB entre le premier trimestre de T1 2020 et le T4 2019. Vous voyez qu'on est à moins 1,8 en moyenne sur l'OCDE, les 36 pays de l'OCDE. On est sur des niveaux de moins 0,9 pour le Japon et on est à moins 5,8 sur la France, moins 4,7 sur l'Italie. Et là, vous l'avez juste en dessous, T1 2020 par rapport au T1 2019, c'est du même ampleur.
on est autour de moins 5 pour la France, moins 5,4, alors que sur le CDE, on est à moins 0,8% d'écart. Voilà. Donc un impact massif et important, mais très différent d'une zone géographique à l'autre et d'un pays à l'autre. Sur la page 6, et c'est vraiment ce que tout le monde regarde, bien évidemment, c'est l'aspect sanitaire. Et ce que l'on voit, et on voit d'ailleurs en France, hein, avec un déconfinement qui s'accélère depuis lundi, c'est une vague épidémique qui a tendance à s'amenuiser. Quelques cas en Chine. Vous avez vu, le cas de la Chine est tout à fait intéressant. Il y a eu une centaine de cas à Pékin. Ils ont cloisonné de manière séquencée et de manière différenciée pour ne pas handicaper totalement l'économie. Donc voilà. Mais ce qu'on voit, c'est qu'au niveau mondial, cette vague pandémique est en train de s'amorcer graduellement. Y aura-t-il une seconde vague? Je ne suis pas médecin. Déjà que la finance n'est pas une science exacte, on a pu voir qu'avec la Covid-19, l'appréhension de ce virus extrêmement détestable pour les gens qui ont été contaminés, c'est assez violent, moi j'ai eu quelques proches qui ont été contaminés, ce virus est très difficile à appréhender en tant que tel, mais les chiffres qui sortent sont plutôt positifs avec une pandémie qui semble, on l'espère, s'éloigner avec un nombre de cas beaucoup plus faible et des services hospitaliers qui sont beaucoup moins chargés que ce n'était le cas. Et d'ailleurs, vous voyez que les mesures de confinement ont permis de tester l'état de nos systèmes sanitaires. Et on voit à quel point certains pays étaient plus ou moins préparés que d'autres. C'est un autre débat, mais on peut voir que nos systèmes sanitaires doivent être mis à niveau pour pouvoir, dans un futur plus ou moins proche, pallier ce type de déconvenus. Je rappelle que le monde est globalisé, et donc ce type de choc pandémique, voire financier, se propage beaucoup plus rapidement dans un monde globalisé. Voilà. Et aujourd'hui, une pandémie qui a tendance, et vous l'avez page 6, à régresser. Alors, le point qui est important, c'est que, et j'en parle souvent alors, avec des proches ou avec des clients, mais c'est qu'on me dit, mais on est optimiste sur le rebond. Ouais, alors, ce qu'on peut noter, c'est que les mesures mises en place suite à ce choc extraordinaire qu'on a connu en Europe à partir du mois de mars, les mesures mises en place par les États sont stratosphériques. 9 trilliards de dollars dans le monde ont été mis sur la table. 9 000 milliards de dollars. Vous avez les chiffres sur la partie gauche de la page 7. C'est à la fois les aides directes plus tout ce qui est indirect en garantie et consort au demeurant. Ce que vous pouvez noter, c'est que sur la planète, les sommes mises en place correspondent à peu près à 10% de la richesse mondiale, 10% du PIB mondial. Le plan mis en place aux États-Unis de 2 000 milliards de dollars, c'était tout début avril, correspond à 9,5% du PIB américain. Lors de la crise financière de 2008, le plan mis en place par l'équipe Obama était de 850 milliards de dollars, 4,5% du PIB. Autrement dit, l'effort fait par les États, notamment aux États-Unis et encore plus en Europe, est 2 fois plus important que ce qui a été fait lors du choc financier de 2008. Donc, les réponses ont été considérables. Et vous avez un petit graphique à droite que sort le FMI. C'est la tendance moyenne, je ne sais pas si vous voyez ma souris, de l'économie telle qu'elle aurait dû se produire, le choc qu'on a eu, puis la reprise derrière. Tout le manque à gagner est là. Il correspond globalement à 9 000 milliards de dollars. Autrement dit, la perte engendrée est globalement compensée par le déversement de sommes gigantesques dans nos différentes économies. Et donc, on a des plans de relance. Vous en avez page 8, vous le lirez, vous en avez page suivante, qui sont considérables partout sur la planète. Globalement, on a des montants correspondant globalement à 10% du PIB mondial. Et vous avez vu, et c'est un sujet moi, qui est important, je vais faire une digression, si vous me permettez, et n'hésitez pas à m'interrompre. Hein. C'est qu'on a un choc massif et des moyens massifs mis en place pour soutenir l'économie, pour relancer l'économie et faire en sorte que dans ces moments extrêmement durs où des entreprises ou des indépendants n'ont plus de revenus, n'ont plus de chiffre d'affaires, il est important pour toutes les autorités politiques et monétaires qu'il y ait le moins de défaillances possible. D'où ces plans massifs pour maintenir à flot les acteurs économiques. Et donc, on a des plans qui sont mis en place un peu partout. Et vous voyez que le corollaire de tout ça,
c'est des États qui vont s'endetter encore bien davantage. Alors, je rappelle que nous sommes quelque part 10-12 ans après une crise financière exceptionnelle, celle de 2008. Et cette crise financière exceptionnelle, avec une hyperspéculation d'intervenants financiers ou de banques, qui a amené au bord du gouffre certaines banques. Je vous rappelle que Lehman Brothers a fait défaut, Northern Rock également, et qu'on était à deux doigts d'avoir plusieurs faillites bancaires, et même plus larges au niveau mondial, avec des banques qui ne se prêtaient plus, a vu l'intervention des États pour soutenir et pour réinjecter des liquidités, les banquiers centraux ou les États pour financer des agents économiques, avec des emprunts massifs. Nous avons eu, suite à ça, en 2011, en Europe, une crise exceptionnelle, une défiance majeure avec des États qui étaient très endettés. Je vous rappelle qu'en 2010, la Grèce a fait défaut, membre de l'Union. Et en 2011, on a eu des inquiétudes exceptionnelles sur la solvabilité de l'Italie, de l'Espagne ou du Portugal. Et les taux d'intérêt auxquels empruntaient ces États à 10 ans, les taux à 10 ans, étaient autour de 7,5%. Et là, la Banque centrale européenne est intervenue, et Mario Draghi, qui était son président, pour dire, ben voilà, nous allons nous intervenir sur les marchés financiers pour racheter les actifs, pour faire baisser les taux d'intérêt. Et Mario Draghi a écrit une phrase, je ferai ce qu'il faudra, whatever it takes, quoi qu'il en coûte. Et à ce moment-là, on a vu cette crise en zone euro se dégonfler et des taux rebaisser. Ça a été la première conséquence majeure, au-delà de la crise financière, de l'impact sur les États et sur la zone euro. En parallèle, après une crise financière, où les banquiers ont eu des comportements extrêmement spéculatifs pour certains d'entre eux, ont été mis en place des réglementations pour contraindre les banquiers, BAL 3 pour les banques, solvabilité 2 pour les compagnies d'assurance. Et toutes ces réglementations ont amené beaucoup moins d'investissement de la part de ces opérateurs. On a une population qui vieillit, on a moins de gains de productivité. Ce qui fait que c'est classique après les crises financières. On avait, depuis 2009-2010, des taux de croissance économique un peu plus modestes. Et les rythmes de croissance étaient donc plus faibles, autour de 1,5 pour la zone euro, de 2,5 pour les États-Unis, 4,5 pour les pays émergents, donc plutôt 3 pour la planète, ce qui est bien moins que sur les cycles précédents. Et donc, on était dans un monde qu'on qualifie, nous, de nouvelle normalité. C'est un des thèmes qu'aborde notamment le Fonds monétaire international. Et donc, dans cet environnement, on avait moins de croissance économique et des États beaucoup plus endettés. Et la troisième conséquence que l'on a sur ces chocs, sur ces crises financières, c'est qu'assez souvent dans l'histoire, suite à des crises financières, on a des mouvements de réaction contestataires, réactionnaires, populistes ou révolutionnaires dans beaucoup de zones. Et on l'a vécu en Europe avec des mouvements populistes qui ont pris le pouvoir parfois, des grognes dans beaucoup de pays, des mouvements assez violents dans beaucoup de pays, mais on a eu cette agitation sociale qui est assez classique des crises financières. Ricardo, économiste classique, écrivait que dans ces crises financières-là, où on a le sentiment que des banquiers ont fauté, si les élites ne se comportent pas comme les populations, alors cette inégalité de destin entraîne des frustrations ou des mouvements contestataires. On a la Révolution française, après que Louis XVI ait financé la guerre d'indépendance américaine. On a plus récemment la crise de 1929 qui a amené à une tragédie massive lors de la Seconde Guerre mondiale, et plus près de nous, cette crise de 2008, qui a amené ces mouvements-là. Autrement dit, on était dans une séquence d'avoir ce Covid-19 où des États étaient relativement endettés, où on avait en 2011 une fragilisation de la zone européenne avec l'intervention des banquiers centraux, et dans un monde de moins de croissance. Vous comprenez pourquoi, lorsque ce choc arrive, il est éminemment important, avec une croissance qui était plus faible, de tout faire pour la soutenir. D'où les plans massifs mis en place par les États. Le deuxième point, l'Union européenne, et j'en suis là, c'est que l'Union européenne aujourd'hui est assez fragilisée. On a des pays qu'on qualifie de frugaux qui nous expliquent que, et vous avez quelques graphiques page suivante, et vous avez page 10 à droite, des évolutions d'endettement à gauche. Vous voyez que entre la France et l'Allemagne, on a 39 points de dette sur PIB d'écart.
Donc c'est considérable. L'Allemagne est à 60% de dette par rapport à son PIB. La France est à 100%. Je ne parle pas des Pays-Bas qui sont encore en dessous. Donc on a eu des trajectoires budgétaires hétérogènes au sein de la zone euro. On avait déjà eu la crise de 2011, mais ça s'est poursuivi. Et avec le choc qu'on vit aujourd'hui, avec des pays, vous avez la France, où vous avez la part des exportations françaises qui, vous voyez, baissent comme l'Italie, alors qu'elle progresse en Allemagne, les autres pays de la zone euro. Donc on a des pays comme la France ou l'Italie qui sont moins compétitifs, qui s'endettent bien davantage. Et donc dans ce choc-là, avec des systèmes sanitaires qui ont été plus ou moins fragiles, certains pays au sein de la zone euro ne souhaitent pas financer les pays les plus fragiles. D'où le risque que l'on a quelque part sur la cohésion au sein de la zone euro. Et d'où les discussions extrêmement importantes que l'on a depuis quelques jours. Le week-end sera important, même si Mme Merkel a annoncé qu'il n'y aurait pas d'accord. Mais dans l'idée que cette Union européenne, qui a été fragilisée notamment en 2011 et qui a été maintenue grâce aux actions de la Banque centrale et qui est fragilisée encore aujourd'hui avec des trajectoires extrêmement différentes en termes de PIB entre la France et l'Allemagne. Je rappelle que l'Allemagne annonce moins 5,5 de dépression en 2020. La France est à moins 11, donc c'est considérable. Mais dans ce monde-là, il est important qu'on ait plus de cohésion au sein de la zone euro. Et le plan annoncé par Ursula von der Leyen, et vous l'avez sur la page 9, et puis tous les travaux qui sont menés pour avoir cette cohésion-là et un endettement qui soit garanti par l'Union et pas par les États, et qui puisse aider directement des États en grande difficulté, est un pas que pourrait franchir l'Europe vers plus de mutualisation et qui pourrait pérenniser cette zone euro qui est un peu plus fragilisée que d'autres zones économiques. Du coup, ce plan important que met en place l'Union européenne vers plus de solidarité dans l'Union est un message important face à l'un des deux risques que l'on avait, qui était cette pérennité de la zone euro, et puis face au risque social que l'on a, qui est un autre sujet que traitent les différents gouvernements. Donc des plans massifs, y compris au sein de l'Union, avec quelque part, potentiellement, et on verra, et c'est à surveiller avec beaucoup d'attention, ce que peut donner la zone euro en termes d'avancée sur cette notion de solidarité ou de mutualisation, au moins, du plan de 750 milliards d'euros. Plus généralement, les aides des États, on l'a vu pour l'Europe, pour les pays européens, partout sur la planète, ça s'est fait en Chine, en Australie, au Japon, aux États-Unis, partout sur la planète ont été mis en place des plans massifs d'aide, d'incitation fiscale, d'aide fiscale ou de prêts garantis, comme on a pu le voir en France avec le PGE, même si son déploiement n'est pas forcément tout à fait homogène. Alors, dans ce cadre-là, les États ont vraiment réagi. Ils n'avaient pas le choix. Ils ont vraiment réagi. Vous voyez que la marge de manœuvre des États était différente entre le plan de 1100 milliards en Allemagne ou de 110 plus 300 milliards en France. On a des écarts liés aux marges des États, mais des mises dans nos économies de sommes gigantesques. L'autre point qu'on peut noter, c'est que les banquiers centraux, alors je rappelle qu'une banque centrale, globalement, c'est la banque des banques. Toute banque de détail a un compte à sa banque centrale et la banque centrale a ordinairement un levier conventionnel pour piloter la masse monétaire, c'est piloter le niveau des taux d'intérêt à court terme, le taux auquel elle prête à ses banques, auquel elle reprend de l'argent. Et puis deuxièmement, elle peut prêter à ses banques plus ou moins d'argent pour injecter plus ou moins d'argent via le crédit dans l'économie, pour faire tourner la planche à billets de manière un peu plus classique. Et donc, les banques centrales ont déjà, et vous l'avez aux États-Unis, ancré les taux en territoire quasiment nul. En Europe, je rappelle que les taux de la BCE sont d'un territoire négatif. Alors quand j'étais gamin étudiant, c'était un concept, on le voit aujourd'hui. Donc les taux court terme sont négatifs. Et l'autre mesure qu'on appelle non conventionnelle, je rappelle, le conventionnel, c'est les taux plus l'injection de liquidité. Le non conventionnel, et M. Draghi l'a inauguré en Europe, ça se fait aux États-Unis, c'est que la Banque centrale peut elle-même aller sur les marchés acheter des actifs. Et donc depuis 2011-2012, la Banque centrale a un programme de quantitative easing en vertu duquel elle intervient sur les marchés financiers pour acheter des dettes. Et quand j'achète des dettes, plus il y a d'agents économiques qui achètent de la dette, plus les taux vont baisser, parce que les emprunteurs font face à plus d'offres de liquidités. Et donc la Banque centrale, aussi bien aux États-Unis, la Fed que la BCE en Europe, ont acheté massivement des obligations et elles-mêmes mis en place des plans massifs. Donc aux États-Unis, pour commencer, la Fed a annoncé un plan de 4 000 milliards de dollars. Les sommes deviennent extravagantes à un moment donné.
mais 4 000 milliards de dollars d'achats d'actifs émis par l'État ou émis par des entreprises. Et la Fed a même annoncé, et elle a commencé à le faire la semaine dernière, acheter les obligations dégradées sur les marchés financiers. L'Union européenne les accepte depuis 3 semaines en collatéral. Donc on va même jusqu'à acheter des obligations de moins bonne qualité, au-delà de l'achat d'obligations d'État. Je rappelle que la Banque du Japon achète des actions sur les marchés. Et Madame Lagarde a annoncé cette semaine qu'elle était même prête, le cas échéant, à acheter des actions. Pour vous dire que les banquiers centraux, en achetant des actifs sur les marchés financiers, injectent des liquidités et permettent, comme cela, de soutenir des cours, soutenir des taux d'intérêt, tout en faisant gonfler la masse monétaire. Et tout cet argent, à un moment donné, se retransmet dans l'économie et doit permettre un redémarrage massif de l'économie. Vous avez sur la page 14 les principales mesures. Une qui a été annoncée, renforcée cette semaine, c'est les fameuses TLTRO, du financement à 3 ans quasiment illimité des banques. Donc aujourd'hui, les banques n'ont pas de problème de financement. Ce qui nous fait dire que, on l'a décrit tout à l'heure, on a une crise économique exceptionnelle, hors norme, mais ça n'est pas une crise financière. C'est vraiment une crise économique. À titre d'illustration, ce n'était pas l'objet de cette présentation, mais à titre d'illustration, les marchés financiers au plus fort ont baissé de 35 à 40%. Je rappelle qu'en 2008, ils ont baissé de 45%. La séquence 2001-2003, les marchés ont baissé de plus de 60%. Et donc la chute des marchés que l'on a vécue, ou la hausse des taux sur les marchés obligataires d'entreprise, est dans l'épure des simulations qu'on faisait en début d'année. Ça faisait partie des scénarios possibles. Alors nous, on n'avait pas prévu ce choc-là, qu'on soit clair. Par contre, le choc que l'on a vécu sur les marchés financiers était dans ce qu'il était possible de voir. Ce qui a permis à beaucoup de grands investisseurs de profiter de la baisse des marchés pour faire un peu d'emplette, pour compenser des portefeuilles qui avaient un peu baissé, ou d'acheter des obligations d'entreprise qui avaient un petit peu délaissé. Voilà. Mais ce qui veut dire que c'est une crise économique et non pas une crise financière, et avec un système bancaire qui marche plutôt bien. Un marché interbancaire qui n'a que très très peu de tension. Voilà. Et on le doit notamment aux actions considérables des banquiers centraux, la BCE en Europe, avec leur programme massif d'achat. Et pour illustrer les difficultés de certains pays, alors je ne vous l'ai pas mis là, c'était sur la présentation du mois dernier, là vous avez les taux à Fed, la Fed qui a également baissé massivement ses taux. Ce que vous avez également, c'est que la Banque centrale achète des papiers. Il y a eu un moment un petit peu perturbant sur les marchés financiers. C'est au tout début de la crise en mars, lorsque la BCE a fait une première présentation d'un programme d'achat d'actifs qui n'était pas considérable, une centaine de milliards. Madame Lagarde, lors de l'interview post-présentation de la Banque centrale, a une question qui concernait les primes de risque des entreprises, ce qu'on appelle les spreads, donc les primes de risque entre l'emprunt d'une entreprise et celui de l'État. À rappeler que ce n'était pas le rôle de la BCE que de contraindre ces primes de risque. Et le marché a beaucoup baissé derrière. Et vous avez eu juste après ce plan de 750 milliards, voire plus de la BCE, pour acheter du papier et pour comprimer les primes de rémunération et pour calmer les marchés obligataires. Et au cours du mois d'avril, on a eu les ventilations des achats de la Banque centrale européenne qui achète du papier. Hein. Donc en théorie, c'est en proportion de la contribution au budget des différentes banques régionales à la Banque centrale européenne. Et au cours du mois d'avril, 40% des achats ont été dévolus à la dette italienne, 30% à la dette française, le reste aux autres dettes de la zone euro. Et je reviens sur deux pays qui ont été un peu plus impactés que les autres, c'est la France et l'Italie. Voilà. Mais grâce aux actions des banquiers centraux, les taux ont pu beaucoup baisser. Les taux français à 10 ans, lorsque l'État français emprunte à 10 ans, il est à 0, moins 0,04 tout à l'heure. Lorsque l'État italien emprunte à 10 ans, il était à 1,37 tout à l'heure. C'est rien du tout. Et tout ceci, on le doit grâce aux actions massives de la Banque centrale européenne et qui, en achetant du papier, a pu faire baisser depuis le mois d'avril les taux d'intérêt de la plupart des émetteurs pour calmer les marchés obligataires. Donc des actions massives des banquiers centraux, des actions massives des États, ce qui vous permet de comprendre pourquoi les perspectives économiques sont celles d'une reprise graduelle d'ici la fin de l'année et d'une reprise de plus importante en 2021 et en 2022. On a sur la page 16 les chiffres économiques
pourquoi ça s'est mis en plus petit. Voilà. Vous avez sur la page 16 les chiffres économiques des pays de l'OCDE. Vous voyez un effondrement de l'activité, avec par contre des indicateurs avancés. Pardon, et vous l'avez sur la Chine, vous voyez que déjà on a eu un rebond de l'ensemble des indicateurs. Voilà. Donc une économie qui repart et qui repart pour l'instant un peu plus vite qu'on aurait pu l'anticiper au cours du mois de mars et au mois d'avril. Mais j'insiste bien avec ce bémol près, c'est que la visibilité n'est pas exceptionnelle et vous le voyez, seconde vague de pandémie ou pas, on a toujours ces éléments d'incertitude. Mais moi, je veux bien insister cet après-midi sur le fait que les moyens déployés par les États et par les banquiers centraux sont considérables. Et regardez, là, c'est le Haut Conseil des finances publiques qui a sorti ce graphique-là que j'aime beaucoup. Vous avez l'impact d'un choc économique et le nombre de trimestres nécessaires pour retrouver le niveau de production initial. Vous voyez? Et donc, vous avez la crise financière de 2008. Voilà. Il a fallu un nombre de trimestres, 12 trimestres à peu près, ce qui est beaucoup. Vous avez le choc pétrolier de 74. Et vous avez la grève du mois de mai 68, qui était récupérée assez vite. Voilà. Et donc, toute la question qu'il faut se poser, et que se sont posés les États et les banquiers centraux, c'est que dans ce choc violent, qui est un choc, comme je disais à l'introduction, d'offres et de demandes, l'appareil de production, contrairement à une guerre ou à une crise financière, a été, pour l'instant, assez peu abîmé. La consommation s'est effondrée. Entre 70 et 100 milliards d'euros d'épargne des ménages français. C'est considérable. Et ce système productif n'étant pas trop abîmé, il est important pour tout le monde qu'il y ait le moins de faillites possible. Et je sais que le PGE, c'est compliqué parfois, mais c'est toutes les politiques mises en place, pas qu'en France, partout sur la planète, aussi bien par les États que par les banquiers centraux qui achètent de la dette, pour faire en sorte qu'il y ait le moins de faillites possible et pour que l'économie puisse repartir. Et la deuxième question, c'est une hypothèse qui est compliquée, c'est est-ce que la consommation va repartir plus ou moins vite? Et on sait qu'il faudra un petit peu de temps pour qu'elle reparte. Voilà. Mais tout doit être fait pour que cette consommation reparte. Alors, on a des secteurs étonnants. Je regardais hier matin, par exemple, les statistiques de vente automobile en Chine. Ben, les statistiques en Chine de vente automobile au mois de mai sont équivalentes à ce qui était vendu à un mois normal de 2018 ou 2019. Spectaculaire. Donc, on a déjà eu un rattrapage. Voilà. Et donc, on a aujourd'hui cette focalisation des autorités, quelles qu'elles soient, politiques ou monétaires, sur le besoin de préserver la plupart des agents économiques et d'éviter le moins de faillites ou le moins de défauts possibles. Ça, c'est sur les grandes entreprises, on a un vrai sujet. Sur les TPE, sur les PME et sur les indépendants. C'est un sujet qu'on n'abordera pas cet après-midi, mais si vous avez des questions, on pourra échanger volontiers sur le sujet. Se pose la question de l'inflation. D'ailleurs, on dit, mais toute cette masse monétaire va amener de l'inflation. J'aimerais bien. Il faut un peu d'inflation dans l'économie. Pas trop, parce que pas d'inflation, ça risque de déflation. Qui dit déflation, dit baisse des prix, dit un consommateur qui attend. Donc une production qui peut baisser. L'exemple japonais est catastrophique de ce type de déflation, donc il faut un peu d'inflation. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que oui, la masse monétaire augmente de manière considérable. Par contre, à court terme, on a un choc massif sur la demande. Avant qu'elle se normalise, il faudra quelques trimestres. Donc, il n'y a pas forcément de risque d'inflation à court terme. Vous avez les perspectives en 2021, un peu plus de 1,3% sur la France, sur la zone euro, aux États-Unis autour de 2, mais pas de risque inflationniste arrêté aujourd'hui, d'autant plus que les matières premières se sont effondrées. Vous avez vu d'ailleurs qu'on a pu avoir du prix du baril de pétrole en territoire négatif. C'est extravagant, mais merci les marchés à terme, avec des gens qui se faisaient livrer du pétrole qu'ils ne pouvaient pas stocker, d'où les ventes en territoire négatif. Là, pareil, on en apprend vraiment tous les jours, on peut avoir des aberrations. Mais pas de pression sur les matières premières, avec un cycle économique qui s'est arrêté. Pas de pression aujourd'hui sur la demande, donc pas d'inflation dans un premier temps. Attention d'ici 3-4 ans, où on pourrait avoir un petit retour d'inflation. Je rappelle que la Banque centrale européenne a un objectif d'inflation autour de 2%, légèrement en dessous. Aujourd'hui, elle inonde massivement l'économie en achetant massivement des dettes pour soutenir les États. Elle n'a pas besoin d'inflation aujourd'hui, parce que s'il y avait un peu d'inflation, son mandat étant de la KPA2, elle devrait arrêter assez rapidement ces politiques non conventionnelles, ce quantitative easing. Donc aujourd'hui, même la Banque centrale européenne n'a pas besoin d'avoir de l'inflation.
En territoire négatif, ce serait embêtant. Une inflation autour de 1, 1,5 dans un premier temps pourrait satisfaire à peu près tout le monde. Et donc, en résumé, ce que l'on peut dire sur ce choc-là, j'insiste bien, un choc économique massif, pour l'instant ponctuel, avec l'idée que l'économie pourrait repartir grâce à ces plans de soutien massifs des banques centrales et des États, et donc un nouveau cycle qui pourrait se profiler pour les prochaines années, un différencié d'une zone à l'autre, et dans l'idée qu'on garde en tête que même si l'économie repart, même si en 21-22, on va rattraper ce qui a été perdu en début d'année, les rythmes de croissance de demain et d'après-demain seront un peu plus faibles que par le passé. Non seulement, comme je le décrivais tout à l'heure, parce qu'on sort d'une crise financière, mais parce qu'en plus, dans ce moment-là, gardons-le en tête, beaucoup d'entreprises ont été fragilisées, se sont endettées. Donc les capacités d'investissement sont aujourd'hui un peu plus faibles qu'il y a une petite année. Du coup, les perspectives de croissance sont un petit peu plus faibles qu'on pouvait même l'estimer il y a 2 ou 3 ans. Ça va repartir, mais on n'aura pas de niveau de croissance euphorique comme on a pu l'avoir sur des cycles précédents. Voilà, j'étais un petit peu rapide, mais on avait prévu 1 heure avec Raj sur cette partie économique. Sur l'aspect marché financier, je ne sais pas si vous avez des questions ou des échanges. Sur l'aspect marché financier, j'ai quelques slides que l'on peut aborder ou on peut prendre quelques questions. Vincent, aujourd'hui pour toi, les risques qu'on reprenne une crise boursière comme on a eu il y a 2 mois, parce que quelque part, c'est pas logique qu'on soit aussi haut avec des fondamentaux économiques qui sont quand même très mauvais. Alors, est-ce que c'est pas logique? C'est un point majeur, Raj. Euh, le point, c'est que les marchés aient baissé en mars, normal. Par contre, eu égard à tout ce qui est annoncé, je crois que les marchés financiers sont, depuis le mois d'avril, ou certains opérateurs, dans l'idée que l'économie repartira. Second vague de pandémie ou pas, ce qu'on voit malgré le cas chinois de cette semaine, c'est quand même assez spectaculaire. Je rappelle que lundi matin, la bourse ouvrait à -3, on a fini à 0, mardi on faisait +3. Entre lundi 10h et mardi 17h30, 6% dans la journée, c'est extravagant ce mouvement-là, c'est pas normal. Mais on voit à peu près ça. Alors pour dire quoi? Que les marchés financiers sont toujours dans l'anticipation. Je rappelle que le prix d'une action, c'est la somme des dividendes futurs actualisés à un taux plus une prime de risque. Donc c'est mes dividendes futurs actualisés en fonction du risque que je prends. Et si je prends mon séquençage de mes dividendes, la première année, en moyenne, correspond à peu près à 15% de la valeur de mon action. Donc si je me dis que j'ai l'année blanche, je perds 15%. Donc de manière, alors s'il y a des arrondis mathématiques, vous m'excuserez, hein, mais de manière schématique, si on a une année blanche, on perd 15%. Si ça repart l'année prochaine, les marchés vont commencer à pricer les résultats des années suivantes. Donc oui, les résultats seront très mauvais, mais on regarde 2021-2022, ce qui explique le rebond. L'autre point, Raj, que tu as, qui est assez perturbant, et ça j'en conviens, je suis investisseur, je dois placer de l'argent, est-ce que j'achète des bons du trésor qui me rapportent 0? Et je rappelle que si les taux montent de 1%, une obligation à 10 ans, pendant 10 ans me rapporte 0. Si les taux passent à 1, j'ai 1 de manque à gagner pendant 10 ans, manque 10%. Donc si je la revends, je perds 10%. Donc même une obligation est risquée en tant que telle. Mais quand je suis investisseur, si je le chante, une obligation qui me rapporte 0, et puis une action dont j'ai un manque de visibilité sur 2020, même 2021, mais dont je me dis que j'aurai des dividendes en 2022, 2023, 2024, je prends ces dividendes-là, je vois combien ça me rapporte, et je vais comparer ça au prix des obligations, au rendement des obligations. Et là, il y a des arbitrages. Et c'est ce qu'on se dit, en fait, depuis quelques jours sur les marchés financiers, c'est de se dire que, est-ce que j'ai le choix quand j'investis entre les actions et les obligations? Donc, par défaut, on a des achats d'actions, même si j'ai de la volatilité derrière. Et il y aura de la volatilité. L'autre point que l'on a, Raj, c'est que dans la baisse des marchés, très peu d'investisseurs ont racheté. Très peu. Très, très, très peu. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que dans le cadre d'une relative normalisation, dès qu'il y a des mauvaises nouvelles, le marché baisse, mais on a beaucoup d'opérateurs qui courent après le marché. D'où ces rebonds assez rapides. Alors pour dire quoi? Que si c'est que mon année 2020 qui est plombée, que le marché perd de 15%, c'est rationnel.
Si j'ai une accélération de la croissance en 2021, je peux aller plus loin. Si l'année est moins mauvaise, moi j'ai été stupéfait d'entendre que des groupes allemands vont faire des bénéfices cette année. Bon, donc c'est pas mauvais pour tout le monde. Et l'autre point que tu as qui est éminemment important, c'est que la cote est très différenciée entre les secteurs industriels ou financiers et les secteurs du luxe ou des communications. Prenons les GAFA, l'Internet, tous ces trucs, Netflix et consorts, c'est au zénith en bourse. Et donc on voit que la bourse, elle est extrêmement hétérogène. Et ce qu'on peut noter, c'est qu'il y a des secteurs qui sont très bas, toutes les valeurs décotées, les industrielles, les financières, qu'on appelle value en financier, et tous les secteurs de croissance à visibilité sont très très chers. Et l'écart entre la value et la croissance n'a jamais été aussi fort. Donc, il devrait pouvoir y avoir un rattrapage. C'est sûr qu'on commence à voir un petit peu, mais ça prendra du temps parce qu'il faut que les taux montent. C'est d'autres considérations. Mais ce que tu as qui est encore plus important, c'est que les secteurs les plus touchés par la Covid-19, que ce soit de l'industrie, du tourisme et ainsi de suite, sont des secteurs assez peu représentés dans les indices boursiers. Ce qui peut expliquer aussi cette dichotomie d'indices boursiers qui sont moins riches en secteurs massacrés ou handicapés lourdement, par exemple les PME, qui sont bien plus impactés, ou les ETI, que les grands groupes cotés, sont moins représentés dans les indices boursiers. Et donc ça explique qu'on peut avoir cette dichotomie entre les grands groupes cotés et puis l'économie que l'on connaît nous tous les jours, qui est beaucoup plus impactée. Je rappelle que le Nasdaq, le marché sur lequel il y a aux États-Unis électronique, qui est riche en valeurs technologiques et biotechnologie, est positif depuis le début de l'année. Des valeurs comme Google, Alphabet, comme Netflix et consorts sont à leur zénith. Donc on a cette dichotomie à la fois temporelle où les marchés regardent 2021, 22, 23 et en plus où dans les indices, ben, j'ai pas tout ce qu'il y a dans l'économie nationale ou internationale. Voilà par rapport à ton point. Ok. Alors, D'autres questions? rapidement, si tu veux, Raj, sur Allez. les slides de marché. Donc, on a une météo des marchés qui a viré plutôt au beau temps, de manière potentiellement un peu excessive, mais ça a viré au beau temps. Ce que vous observez là, moi j'aime bien ce graphique-là, c'est la volatilité implicite des marchés actions. On regarde les marchés optionnels et on voit la variabilité. Pour ceux qui aiment les maths, c'est l'écart type des marchés, des valorisations, qu'elles soient quotidiennes, hebdomadaires ou horaires. On voit que cette volatilité qui avait été très très forte en 2008 ou en 2002 est revenue à des niveaux extrêmement élevés au cours du mois de mars. Et vous voyez qu'elle s'est effondrée, notamment depuis l'annonce des banques centrales et des États. Donc même le risque sur les marchés actions a beaucoup baissé. Petite pique à 40 depuis le début de semaine, mais ça reste encore dans une tendance à la baisse de la volatilité. Sur le marché obligataire, pareil. On a moins de tension sur le marché obligataire avec des niveaux de risque qui restent en dessous de leur moyenne historique. Sur le marché interbancaire, je l'évoquais, c'est le marché des prêts à court terme entre banques, souvent au jour le jour. Et vous voyez que nous avions, c'est le cas de l'Europe, une vraie tension en 2008. Alors là, ça avait été extrêmement embêtant aux États-Unis aussi. En Europe, on avait une tension en 2011-2012, je l'évoquais tout à l'heure, qui est la crise des dettes souveraines. Regardez, aux États-Unis, pas du tout. Regardez aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de tension sur les marchés interbancaires. Les marchés interbancaires fonctionnent bien. Il y a des petites tensions momentanées, mais là encore une fois, les banques centrales, qui sont les banques des banques, interviennent régulièrement. Voilà. Sur les marchés d'échange, alors moi pareil, quand on a une crise financière de cette ampleur, une crise économique, pardon, parce qu'elle n'est pas financière, une crise économique de cette ampleur, on doit avoir notamment des mouvements violents sur l'échange. Vous avez la volatilité sur l'échange, ça n'a pas beaucoup bougé. La parité euro-dollar n'a pas beaucoup bougé. Pourtant, l'Europe est bien plus impactée que d'autres zones géographiques. Voilà. Alors, les indices économiques sont mauvais, mais ils sont en train de se redresser. C'est ce que vous avez sur la page 26, tout à fait en haut. Et sur l'élément qu'il faut garder en tête, c'est que ça reste un monde incertain. Et on a une visibilité courte. Donc, tout ce que je vous dis doit être mis dans ce contexte. Et s'il devait y avoir une seconde vague de pandémie violente, avec un confinement massif, les conséquences seraient catastrophiques. Parce que pour le coup, ni les États et peut-être pas les banquiers centraux n'auraient les mêmes moyens que ceux qui sont déployés depuis le mois d'avril. Voilà.
D'où cette crainte de cette deuxième vague pandémique. Et ce que nous disent beaucoup de pays, c'est vrai de la Suède, c'est vrai des Pays-Bas ou de l'Asie, c'est que pour éviter ce choc, ben, il faudra être mieux préparé. Et nos économies ou nos systèmes sanitaires ne l'étaient pas forcément, alors qu'ils l'étaient en Asie, qu'on soit clair. Et puis, deuxième pan, peut-être que si on est plus préparé, parce qu'on l'a vécu, on confinera de manière tout à fait différente. Et c'est là-dessus aujourd'hui qu'est en train de se dresser un consensus, mais j'insiste bien, on a quand même une incertitude. Ce qui, par rapport à ta question sur les marchés actions, Raj, c'est un sujet, et nous dire, bah, dans ce cadre-là, ça doit repartir, je vais profiter de repli pour réinvestir. C'est aujourd'hui ce que jouent les marchés. Tout repli en rebond derrière. Moi, ce que je veux dire, c'est que sur une perspective de moyen terme, quand j'ai le choix entre les actions, des obligations ou du non-coté, je vais plutôt aller chercher les actifs dits risqués, actions et non-cotés, à long terme, qu'on soit clair. Parce qu'à court terme, je vais en prendre moins 10, avec l'idée que l'économie repartira, que les entreprises devraient dans l'ensemble repartir. Il faudrait faire attention aux défauts s'il y en aura. Et il faut que les États et les banques centrales soient très, très vigilantes là-dessus. Et que si je veux à terme participer au développement économique, ça se fera par les entreprises, pas par de la dette d'État qui rapporte zéro aujourd'hui. Que ce soit des entreprises cotées ou non cotées. Et c'est vrai que l'on voit depuis quelques mois, alors nous, ça fait une dizaine d'années qu'on y travaille, cette idée que avoir tous ces actifs cotés, c'est peut-être pas ce qui est le plus nécessaire, je peux aussi avoir des actifs non cotés, que ce soit de la dette privée, du private equity ou de l'infrastructure. Mais dans ce mode d'incertitude, les actifs non cotés ont aussi l'avantage de donner de la visibilité et de ne pas être soumis à cette volatilité parfois étonnante des marchés actions. Un tout petit point sur la valorisation des marchés. Mais je ne sais pas comment ça marche quand on n'a pas de résultat en 2020. Donc les modèles qu'on utilise sont des modèles fragiles, comme tout ce qu'il y a dans la finance. Voilà ce qu'on peut se dire sur des perspectives long terme. Regardez, je vais juste prendre une minute sur une question qui nous intrigue. Une manière d'évaluer les marchés de taux d'intérêt, c'est de mesurer les taux d'intérêt des grands emprunteurs. L'État français emprunte en ce moment à 0% pour 10 ans. Je vais comparer ça au marché actions. Ce qui va m'intéresser, c'est le rendement des marchés actions. Combien ça me rapporte en dividende. Ou alors, un autre indicateur qu'on a tous en tête, c'est le PER, Price Earning Ratio, prix sur bénéfice. Et historiquement, le PER en France est autour de 13-14. Ce qui fait qu'on a un rendement des marchés actions, si je suis à 13, qui est autour de 7,5%. Si je suis à 12,5%, si j'ai un pair de 12,5, je suis à 8 de rendement, pour vous donner le calcul inverse. Mais donc, et les marchés de taux d'intérêt, historiquement, rapportent 3 sur longue période, historique. Donc, si j'ai un PER autour de 12,5, 13, un taux de rendement entre 7,5 et 8, des marchés de taux d'intérêt qui m'apportent 3, la prime que j'ai d'acheter des actions, c'est 5 points de rendement en plus. Et c'est une prime de risque, moi, que j'aime bien, qu'on utilise, qu'on travaille avec pas mal d'intervenants, mais c'est une prime que l'on retient. Et elle est assez consistante à long terme. Et elle est plutôt prudente au demeurant. Et si les taux d'intérêt restaient à zéro, c'est une hypothèse que je pose, ou sur 3, 4 ou 5 ans, cette prime de 5 que je rajoute à zéro me fait 5 de rendement. Ça pourrait justifier un PER de 20. Alors les marchés ne sont pas là, on n'en est pas là encore, mais ce qu'on peut dire, c'est que il faut régulièrement revoir ces grandes valeurs et que tant que les taux resteront extrêmement bas, qu'on ait des prix boursiers un peu plus élevés peut se justifier. Et je suis toujours dans cette idée, mais par défaut, je vais acheter ce qui me rapporte le plus. Il faut faire attention aux exubérances. Je rappelle que le PER de certaines valeurs est à 50 ou 60. C'est extravagant. Et il y en a plein dans la cote. J'ai des PER de banque à 5 ou 6. On va peut-être faire faillite. Moi, je ne suis pas analyste, hein. Je suis au niveau global. Mais je veux dire par là qu'à un moment donné, il faut regarder ce que rapporte un actif, qu'il soit obligataire, que ce soit des actions, et qu'à partir de là, il faut être bien clair de ce que l'on achète et être très bien clair de ce que cela rapporte. Ce que je peux vous dire ensuite sur ces éléments-là, c'est que les marchés actions,
sont plutôt chers si on considère une récession importante. Si je prends des perspectives plus longues, ils sont plutôt à leur prix aujourd'hui. Si je prends le marché des taux d'intérêt des obligations, pareil, les tensions ont beaucoup baissé et les primes de risque sont pas mal contractées, notamment ces dernières semaines, ce qui est un très bon signe. Ça veut dire que les marchés obligataires, qui sont beaucoup plus sages que les marchés actions, commencent à anticiper une normalisation de l'économie. Et donc les taux des entreprises se sont mis à baisser sur les marchés financiers. Vous l'avez sur la page 29 avec un vrai pic au cours du mois de mars. C'est en train de baisser. Et si je finis, Raj, je reviens sur ta question sur les marchés actions. Est-ce que ça va monter, ça va baisser? Oui, ça peut baisser, qu'on soit clair. Mais aujourd'hui, ce que l'on voit, c'est que les marchés américains sont toujours dans leur trajectoire de long terme aussi. Ça, c'est du technique. Et les marchés européens l'avaient cassé. Et ce qu'on s'était dit il y a quelques semaines, c'est qu'ils pouvaient, le cas échéant, retrouver leur tendance de long terme. Est-ce que ça va durer? Je ne sais pas. Mais ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que sur tout repli de marché, il y a des acheteurs aujourd'hui et qui font l'arbitrage entre les différentes classes d'actifs. Donc, si je résume sur les marchés financiers, quand je suis un investisseur de long terme, que j'ai des actions, je peux les garder. Et s'il y a de la volatilité, s'il y a des baisses de marché, ce sont des points sur lesquels on peut renforcer nos stratégies, si tant est qu'on soit bien dans le cadre de son enveloppe de risque. Sur les taux d'intérêt, il faut être extrêmement prudent. Ils sont extrêmement faibles. Et ensuite, il y a tout un champ extrêmement intéressant en termes d'investissement sur les actifs non cotés. Et je pense qu'un nouveau cycle économique devrait être favorable aux actifs non cotés, que ce soit de la dette privée. Je rappelle que les banques sont contraintes dans les grosses entreprises, font beaucoup de prêts amortissables avec des garanties. Et les fonds de dette privée font du prêt in fine à 7-8 ans. C'est des générations de prêts qui sont montés, qui sont apparus en France en 2012-2013, avec la volonté de contourner la loi bancaire de 84 et de permettre aux grands investisseurs de prêter directement aux entreprises. Ça, c'est une vraie tendance de long terme, à mon avis. Les infrastructures, ce sera une vraie tendance également pour les années qui viennent, avec des États surendettés. Et puis le private equity et les non-cotés, il y a des besoins de capitaux considérables en France. Et donc, on aura besoin d'aider nos entreprises, cotées ou non cotées, mais surtout non cotées, pour passer ce cap difficile, aussi bien en dette qu'en equity. Je crois qu'il y a un vrai message à passer à nos concitoyens. Et ce n'est pas parce que je suis là avec vous cet après-midi, mais c'est qu'il est grand temps que nos entreprises aient les moyens en termes de financement en dette ou en equity. Je crois que pour moi, pour mes clients, c'est des stratégies que l'on met en place depuis une dizaine d'années et qui devraient s'accélérer dans les semestres qui viennent. Voilà, Raj, ça fait 55 minutes. Je ne sais pas si c'était clair, il y avait beaucoup de sujets. J'ai essayé d'aborder la présentation que l'on avait préparée ensemble. Donc, s'il y a des questions ou des sujets, je suis disponible. Alors, est-ce qu'on a des questions? Moi, j'ai une question, Raj, c'est Frédéric. Oui. On annonce une épargne, une augmentation très importante de l'épargne, et on annonce surtout une augmentation très importante sur plusieurs couches de la population, pas forcément les CSP+. Cette épargne elle va être libérée à un moment, parce que de toute façon, elle ne rapporte rien. Donc, comment vous voyez ça? La question est complexe. 100 milliards d'épargne en 3 mois en France. C'est considérable. C'est considérable. Il y a quelques rumeurs par-ci par-là de taxation de l'épargne. Bon, non, il faut qu'il y ait une incitation. Mais je ne sais pas. La question, elle est difficile parce que c'est une question de confiance. Les gens consommeront quand ils auront confiance. Voilà. Et je pense qu'une des consommations que l'on pourrait voir, et on commence à voir quelques indicateurs, c'est que la consommation automobile sur la planète reprend de manière grand V. Par contre, la SNCF, sur les réservations pour cet été, en métropole, on est à 5-6% de réservation. C'est peanuts, voilà, pour le coup. C'est-à-dire que les biens de consommation se portent très bien, parce que les biens de consommation se portent très bien. Bon, à La Réunion, c'est un fait. Vous parlez des voitures. À La Réunion, il n'y a plus une seule voiture en stock. Elles sont toutes vendues en l'espace de très peu de temps. Donc, et comment dirais-je, en métropole, il semble que ce soit à peu près la même chose. Donc, on peut quand même dire moi, j'ai rencontré les grands distributeurs il y a une semaine. Ils me disaient, on vient de faire il y a 10 jours un chiffre d'affaires de Noël. Donc, et comment dirais-je, les petits commerçants aussi disent ça. Donc, ça veut dire quand même qu'il y a une très grosse reprise. Je vous ai montré l'échelle tout à l'heure. C'est un peu plus rapide qu'on aurait pu le compter. Par contre, est-ce qu'on va tout récupérer? C'est la question en fait. Et ce qui a été calculé par l'INSEE notamment, ou par la Banque de France, pour la France, au cours du mois de fin avril et début mars, c'est de dire
combien de temps va durer le confinement et en fonction du confinement, qu'est-ce que de ce qui est décalé peut être reporté. On sait que 2 mois sur l'autre, 70% de la consommation peut être décalée. 2 mois sur 2 mois, c'est 50% et ainsi de suite. Voilà. Et donc, tout ne va pas reprendre de suite. Moi, c'est ma conviction. Il faudrait du temps pour que ça reprenne. Mais certains secteurs vont reprendre plus vite que d'autres. Vous citez l'automobile, vous citez également la consommation alimentaire. Très bien, ça va reprendre. Par contre, d'autres secteurs, comme le tourisme, comme l'aéronautique, ne reprendront pas aussi vite que ça. Quand vous voyez ce qu'annonce Air France ce matin, c'est stratosphérique. Voilà. Et on sait que le trafic ne reviendra pas à son niveau précédent avant plusieurs années. Donc je pense que ce sera très différencié et tout ce qui va être important, et c'est de la confiance en économie. Alors je ne suis pas économiste, il y en a au bureau, mais ce que nous disent les économistes, c'est que la clé, c'est la confiance. Il faut que les gens aient confiance dans l'avenir pour pouvoir consommer comme c'était le cas au préalable. Après, on a des cas historiques exceptionnels. La période la plus extravagante de l'histoire de France, en termes de transfert de richesse ou de consommation, c'est la période du directoire. Suite à la Révolution française et à la Convention thermidorienne. Donc entre 1795 et 1799, c'est la période de l'histoire de France où il y a eu le plus de rotation de richesse. Et on sortait d'une période qu'on appelait la terreur. Voilà. Donc moi qui suis un peu optimiste, j'espère bien, notamment pour les restaurateurs, notamment pour la culture et consorts, qu'on va repartir assez vite. Mais je crains qu'il y ait un peu de précaution, sachant qu'il y a une relative psychose chez beaucoup de gens. Regardez, une enquête que je regardais en début de semaine, je crois qu'il y a eu 5 millions de télétravailleurs en France. Un sondage a été fait la semaine dernière, 80% d'entre eux veulent rester chez eux. Il va falloir quand même quelque part les ramener aussi en partie au travail. Voilà. Donc tout ceci mis ensemble, la consommation va repartir, c'est clair, elle sera différenciée d'un secteur à l'autre, et l'idée c'est que ça reparte le plus vite possible ce sera donné par de la confiance. Et en parallèle, je crois que c'est un vrai sujet qu'on a en France, c'est comment réorienter l'épargne des Français. L'assurance vie à €, je veux bien, mais ça rapporte peanuts. Et donc, il est bien important aussi d'orienter l'épargne vers le secteur industriel. Donc, c'est 2 challenges qu'ont les autorités politiques. C'est à eux de jouer pour assurer les Français et de faire en sorte qu'ils puissent reconsommer tout ce qui a été épargné en tant que tel. Voilà. Je crois que c'est des éléments qui sont éminemment importants. Et je n'ai pas plus de réponses que ça. Le cas échéant, vous pouvez parler avec nos économistes, mais au-delà de ça, je serai un petit peu court dans ma réponse. Okay. Très bien, merci. D'autres questions? Oui, Alain Baudry, j'avais une question concernant les impacts. Donc, on voit que c'est les pays qui ont été finalement le plus impactés sur le PIB, c'est ceux qui en même temps ont dépensé le plus dans le cadre de cette crise. Donc, on a dépensé, notamment en France, pour faire face à cette dépression très forte, est-ce qu'il y a un effet de cause à effet? Et du coup, comme on a dépensé plus, est-ce qu'on va pouvoir repartir comme les autres pays qui ont été moins touchés, comme l'Allemagne par exemple, ou est-ce qu'on aura un effet retard dû au fait que c'était plus dur pour nous? Je crains qu'on ait un effet retard. Si vous prenez l'Allemagne, nous en France, le plan global, c'est autour de 500 milliards. Le président l'a rappelé dimanche soir. Les Allemands, le plan est de 1100 milliards. Et pourtant, ils sont moins impactés que nous. Et donc, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est que M. Le Maire a annoncé une baisse du PIB de l'ordre de 11% sur l'année 2020. Les Allemands ont annoncé moins 5,5%. Donc, on a des écarts considérables. Et ces écarts considérables prendront du temps pour se résorber. Et donc, les réponses faites par les États sont plutôt liées, à mon sens, à leur capacité. Et c'est vrai que les États sont rentrés dans ce choc violent, je pense à l'Allemagne, avec des excédents budgétaires, avec une dette à 30% de son PIB. Les Néerlandais, moins. Voilà. Et donc, aujourd'hui, ce que l'on commence à mesurer, mais là encore, on n'a que les premiers éléments, c'est que les pays les plus impactés sont ceux pour lesquels le système sanitaire ou industriel était le moins préparé. Regardez, qui a fabriqué des respirateurs ou des ventilateurs ou des tests? Les Allemands. Nous, on a un vrai sujet. Et on a un sujet, à mon sens, d'industrialisation française. Ça, c'est personnel. Et quand je vois le choix collectif qu'on a fait dans les années 90
d'une société d'ingénieurs et d'une société qui n'est plus industrielle. Aujourd'hui, on a un secteur industriel qui est 2 fois moins important qu'en Allemagne, ou 2 fois moins important qu'en Italie. Voilà, l'Italie du Nord. Voilà. Du coup, on a ce sujet d'industrialisation. Mais au demeurant, les pays les plus impactés sont ceux qui ont dû confiner massivement. Et on a confiné en Allemagne, et pas que dans le football, sur toute l'économie en tant que telle. Du coup, les pays les plus impactés sont les pays qui ont le plus confiné. L'autre point qu'il faut noter quand même, c'est que nous sommes, nous, un pays qui avons quelques spécialités sur des secteurs lourdement impactés. Je rappelle que la France est hautement touristique. On a également un secteur de production aérienne qui est considérable en France, qui est lourdement impacté. Donc on a un pays, malheureusement, avec choix stratégiques sur des secteurs plus impactés. Et on a confiné beaucoup plus. D'où le fait qu'on ait un impact sur notre PIB qui est plus important et le plus important dans l'Union européenne. Les Anglais font pire que nous. On est les plus impactés. Et les mesures mises en place sont plus liées à nos moyens. D'où le besoin que l'on a d'avoir plus de coordination et d'aide en Europe pour aider des pays comme l'Italie hautement fragilisée, l'Espagne, voire dans une moindre mesure un peu la France. Donc les réponses ne sont pas liées au choc, les réponses sont plus liées aux moyens que l'on pouvait avoir, qu'on soit clair. Et la France, je pense, mettra plus de temps que l'Allemagne à récupérer le choc qu'on a eu là. D'où les sujets, j'y reviens, qu'on a. C'est comment va réagir la zone euro face à des pays avec des évolutions aussi hétérogènes. Comment vont réagir les populations? Regardez aujourd'hui, on disait ça ce matin, risque sur l'Italie. Oui, je suis d'accord, risque sur l'Italie. Les taux sont bas parce que la Banque centrale rachète de la dette italienne, massivement, plus que les émissions italiennes. Mais si on avait des élections en Italie, la population italienne regarde aujourd'hui l'Union européenne qui n'a globalement pas fait grand-chose pour les aider lors d'un choc sanitaire extravagant. On a un sujet, et je pense qu'on a un sujet politique et social. Donc il faut être vigilant là-dessus en tant que tel. Mais les réponses des États étaient plus liées à leurs moyens. Et on a besoin de faire un peu plus. Et c'est la raison pour laquelle les banques centrales, qui sont les banques des banques, sont intervenues massivement pour essayer d'aider l'ensemble. Mais je crains que la France mette plus de temps à repartir que l'économie allemande. Très bien, d'autres questions? Bon, Vincent, en tout cas, merci pour ta disponibilité, ton intervention. On fera passer le PowerPoint à ceux qui étaient inscrits directement par l'intermédiaire d'Alexandre. Je vous remercie et puis on vous donne rendez-vous à la prochaine conférence qu'on mettra en place.